Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation pour Odile. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Le Toqueux. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors Hervé, vous êtes le directeur des opérations de CheckFirst et vous êtes aussi l'ancien chef de la division des opérations de Viginum, le service français de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Vous êtes également cofondateur d'OpenFacto, qui est une association française qui aide au développement des recherches en sources ouvertes, qu'on connaît aussi sous l'acronyme OSINT. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, l'OSINT, ça couvre un champ de sujets très vaste, donc on va se concentrer aujourd'hui sur un aspect, la géolocalisation. Concrètement, on va apprendre à trouver les coordonnées d'une image en s'appuyant sur des sources ouvertes et je vous laisse le champ libre. Oui, alors cette session, est dédiée, aujourd'hui à la géolocalisation, d'images. Heu, pourquoi faire ça? Hein, géolocaliser une image, c'est, déterminer l'endroit, précis, le plus précis possible en tout cas, où a été pris une photo, où a été pris une vidéo et on fait ça pas seulement dans cette espèce d'exploit qui consiste à dire: «J'ai une image, ah ah ah, regardez comment j'ai été fort, j'ai trouvé l'endroit où c'est». Mais il y a cette idée de pivoter sur l'information et c'est la notion de pivot en OSINT, elle est très importante. C'est cette idée qu'on part d'une information et à l'aide de nos recherches, on va retrouver une nouvelle information qui peut-être va nous amener à une autre information derrière. Cette notion de pivot, elle est au centre de l'activité de l'OSINT. La géolocalisation de l'image, c'est exactement ça. C'est à la fois la vérification de faits. On est capable de dire précisément les faits qui nous sont rapportés par ces images se sont passés à cet endroit-là. Elles permettent également de découvrir d'autres informations. Heu, toutes ces techniques, en fait, elles sont, transposables à plein de domaines en particulier. On étudiera aujourd'hui une photo très particulière et très ancienne et toutes ces techniques peuvent être appliquées à des photos beaucoup plus récentes. Hem, mais tout ça, ça se repose en fait sur une méthode d'analyse, une méthode de travail qui est d'abord le recours à ce qu'on appelle la source ouverte, hein, l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Pour mémoire, l'OSINT, c'est l'information qui est librement accessible à tout le monde et j'allais dire en tout point du globe avec internet. En tout cas, c'est d'informations, à laquelle, ma mère a accès et ma mère pourrait retrouver ces informations. Pas besoin de pouvoir juridictionnel particulier, on n'a pas besoin de pouvoir administratif particulier, simplement on va rechercher un peu finement, les choses, et trouver cette information, derrière. En matière de ZINT, on découpe souvent ça en plusieurs phases, la préparation, la recherche, l'analyse et puis éventuellement, la documentation, derrière, enfin l'écriture d'un rapport. Il y a 2 phases sur lesquelles j'aimerais insister un peu plus lourdement aujourd'hui, c'est cette phase de préparation et c'est souvent une phase qui est oublié par les analystes, c'est, finalement de travailler avec un simple crayon, stylo et puis un bloc de papier que j'ai toujours à côté de moi, lors de mes recherches et de pouvoir prendre ses notes au fur et à mesure de la réflexion et de pouvoir faire une espèce de pré-analyse de ce qu'on voit à l'écran et vous verrez que sur l'analyse des images, c'est particulièrement important de repérer tous les détails. Donc toujours prendre le temps de bien préparer son investigation. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je vois à l'écran? Comment je peux le décrire? Hem, où vais-je trouver, des images équivalentes? Où vais-je trouver sur internet, des informations qui vont m'aider dans ma recherche? Sous quelle forme? Est-ce que ce sont des PDF? Est-ce que ce sont des photos, des vidéos? Tout ça, c'est très important de mettre ça en amont et de prioriser ça. Et souvent, encore une fois, c'est une phase qui est très oubliée par les analystes. On a toujours tendance à se précipiter sur Google et taper une recherche et je pense que cette phase-là, elle est primordiale. Et puis derrière, il y a la deuxième phase qui va être la phase de recherche proprement dite. Et là, on va utiliser, un petit peu tout ce qui nous tombe sous la main. Donc, on va utiliser principalement quelques outils bien connus. Tout d'abord, en OSINT, on utilise surtout les moteurs de recherche. Alors, on pense souvent à Google, mais il y en a plein d'autres. On peut utiliser Yandex, on peut utiliser Bing, on peut utiliser Qwant, heu, même, Baidu, par exemple, un moteur de recherche chinois. Tout va dépendre un petit peu de la zone géographique qu'on investigue, sur laquelle on enquête, car chaque moteur de recherche a sa spécificité. Et puis ces dernières années, l'aspect géographique de la recherche est devenu extrêmement important et donc aujourd'hui, chaque moteur de recherche dispose de son application de cartographie. Vous avez maps.google.com, vous avez maps pour Yandex, vous avez un équivalent pour Baidu et chaque moteur de recherche, chaque, moteur cartographique de recherche vous amènera, à, des découvertes différentes. Et c'est pour ça qu'en OSINT, c'est toujours très important, à la fois de contextualiser sa recherche, quelle est la zone géographique sur laquelle je travaille,
un exemple tout bête, mais évidemment, si vous travaillez sur l'espace, on va dire russophone, vous aurez plutôt tendance à travailler avec Yandex. Je pense notamment aussi, à certaines villes, d'Afrique de l'Ouest, qui sont très, très bien cartographiées, très, très bien documentées, sur Yandex, beaucoup plus que sur Google. Donc il va falloir en fait vous adapter en permanence et surtout croiser vos recherches. Ne vous limitez jamais à un seul moteur de recherche ou à une seule source de données. C'est particulièrement important. Donc les moteurs de recherche, on a vu, on va utiliser un outil aussi, qui est, très connu, c'est Google Earth. Donc c'est ce globe terrestre avec de l'information, géomatique à l'intérieur. C'est un outil que tout le monde utilise, tout le monde croit savoir utiliser, mais c'est un outil qui est vraiment précieux en matière de géolocalisation pour une raison simple. Plusieurs raisons, mais une raison principale, c'est qu'il dispose d'un fonds cartographique très important avec des images d'archives de lieux qui vont vous permettre, dans votre enquête, par exemple, de suivre l'évolution d'un lieu au cours du temps ou simplement de vous recontextualiser à l'époque du tournage supposé des images et de vous remettre dans cette ambiance à l'époque. Les lieux peuvent avoir changé au cours du temps et d'avoir cette machine qui remonte le temps de l'imagerie satellite, c'est très important. L'application est gratuite. Donc elle peut être téléchargée sur votre ordinateur ou utilisée en ligne. En tout cas, c'est un outil particulièrement important en matière de géolocalisation. Le troisième point, c'est qu'on va utiliser des techniques de référencement d'images. Et ce qu'on va chercher finalement, ce sont des images de référence d'un lieu. On va chercher à confirmer nos découvertes et donc retrouver d'autres images de ce lieu qui est notre hypothèse sur d'autres sources de données. Donc on va utiliser par exemple les réseaux sociaux, Meta, Instagram, à la recherche d'équivalents du lieu pour essayer de pointer les points communs entre ce que vous voyez à l'écran et puis ce qu'on trouve dans la réalité. On va travailler avec des bases de données comme, Flickr, des sites d'hébergement d'images, librement accessibles en ligne et tout ça va nous permettre de trouver de l'image de référence. C'est-à-dire, encore une fois, des images qui représentent le même lieu sous différents angles qu'on va pouvoir analyser et avec lesquelles on va pouvoir prouver ce qu'on raconte, prouver que notre géolocalisation, est bien faite. Un autre point très important sur ce travail de géolocalisation, c'est cette idée que tous les détails et vous le verrez avec, l'image que nous allons étudier, tous les détails comptent. Et donc je reviens à mon stylo et je reviens à mon cahier. Évidemment, pour faire ce travail de géolocalisation, on va noter scrupuleusement tous les détails parce qu'ils auront une importance dans l'enquête, derrière et ils nous permettront d'être plus ou moins affirmatifs, sur ce qu'on raconte. Donc voilà, gros traits en introduction ce qu'il est important de connaître en matière de géolocalisation. Je vous dirais simplement que c'est une activité qui est très, ludique finalement, qui fait appel à un sens de l'observation, qui fait appel à un sens de la déduction, heu et ça peut être fait, de manière, extrêmement ludique, heu et ça peut surtout être fait et je vous conseille, heu, de le faire en groupe parce que l'intelligence collective est très importante. Se répartir les tâches, avoir un œil, chacun amène son regard sur un contenu vidéo et si vous avez la possibilité de travailler collaborativement, c'est encore plus important. Un exemple tout très intéressant que j'ai trouvé pour cette session, c'est une photo qui est très ancienne et particulièrement de mauvaise qualité. Alors ça peut paraître assez étrange de faire une session de formation avec une photo de mauvaise qualité, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les moteurs de recherche ont intégré, beaucoup d'intelligence artificielle dans leurs recherches. Ils sont devenus très, très forts pour géolocaliser tout seuls des images. Donc le premier réflexe qu'on peut avoir quand on met une image, bah, c'est tout simplement de faire une recherche d'image inversée et aujourd'hui vraiment, des géolocalisations qui prenaient, 1 journée, 2 jours, 3 semaines, parfois jusqu'à 3 semaines, il y a encore 5 ans ou 6 ans. Aujourd'hui, des lieux, très communs sont facilement détectés par la machine et vous allez gagner un temps fou. Donc utiliser simplement la recherche d'images inversée peut déjà vous aider grandement à géolocaliser un lieu. Là, l'idée, c'était de trouver une image suffisamment complexe, suffisamment difficile pour empêcher justement ce recours à l'IA et revenir aux fondamentaux de la géolocalisation et de vous expliquer comment tout cela fonctionne. Donc cette image, elle a à peu près une centaine d'années, elle est issue d'un film vidéo et elle représente, comme vous le voyez à l'écran, des personnages qui sont face à l'écran, dans un lieu, assez difficile à déterminer. Donc le premier aspect, c'est déjà que l'image est de très mauvaise qualité, c'est filmé avec une caméra vidéo très ancienne. Je vous laisse imaginer l'infrastructure qu'il fallait à l'époque pour faire ce genre d'image, qui n'était pas commune. On n'était pas à l'heure des smartphones, dans la poche.
La résolution est très faible, surtout vous ne connaissez pas la focale de l'objectif qui est utilisé, donc c'est difficile d'exprimer les distances et d'apprécier les distances à l'écran. Et l'idée, c'est de se dire: «Est-ce que je suis capable, de géolocaliser cette image aujourd'hui, avec les moyens dont je dispose? Quel était ce lieu? À quoi ça correspondait? Qu'est-ce qu'on peut gratter comme information, derrière tout ça?» Premier travail préalable, c'est toute la préparation de la géolocalisation. C'est donc de se dire, «Qu'est-ce que je vois à l'écran?» Alors ça peut paraître idiot comme ça, mais c'est encore une fois très important de passer par cette phase descriptive de ce qu'on voit à l'écran et de prendre des notes. Première chose qui saute aux yeux, paradoxalement, là, c'est le fond d'image et on voit cet énorme bâtiment ici, au fond, qui ressemble beaucoup à un arc de triomphe. Alors, évidemment, on émet à ce stade des hypothèses de recherche, mais quand on regarde bien ce bâtiment, on voit qu'il a plusieurs étages, un, 2, 3 étages probablement. C'est un bâtiment assez imposant, hein, puisque vous voyez ici par rapport à l'échelle des arbres, la taille que ça peut être. On a une porte latérale qu'on devine ici. On pourrait supposer, en tout cas émettre une hypothèse aussi qu'il y a une porte ici. Donc ça ressemble quand même à un arc de triomphe. C'est le 1er important. Premier point très important. Deuxième point, c'est cette grande avenue avec, des arbres. Donc on est visiblement, dans une urbanisation, enfin un lieu assez urbain. Une grande avenue avec des arbres, donc ça nous laisse une hypothèse sur la saison. Ça peut être, disons, entre, mai et puis, octobre, heu, septembre-octobre, donc plutôt, fin de printemps ou été, ici. On devine là une zone plus claire. Alors là aussi, on émet des hypothèses, donc on pourrait imaginer puis un écartement très important entre ces arbres ici, donc on pourrait imaginer, c'est une hypothèse de recherche là aussi, qu'il s'agit d'une avenue, en tout cas d'une rue transversale possible et un trottoir. Les personnages sont au centre, plutôt bien habillés. On devine ici un balcon, stylisé, un petit peu art déco, là aussi hypothèse. On verra si derrière, c'est confirmé ou pas, si on arrive à retrouver ce lieu. L'autre élément assez important, c'est aussi le fait que ces personnages se trouvent à l'étage. On le voit ici avec la, ce personnage qui marche sur le trottoir et on voit bien qu'il y a une perspective un petit peu différente. Donc on voit que les personnages ne sont pas au rez-de-chaussée, mais plutôt en hauteur. Au niveau des détails de l'image, on peut observer ici ce qui peut être un volet, peut-être, ici avec les lames apparentes métalliques. Cette façade un peu particulière avec ces gros boudins, assez peu courant, ici. Une gouttière, ici et puis, ce qui est ça apparaître une espèce de toile ou en tout cas quelque chose qui est destiné à faire de l'ombre, avec un arrondi ici. Voilà, on verra un petit peu, ce que c'est un peu plus tard. Donc voilà, ça ce sont les détails, qu'on observe à l'écran et c'est encore une fois très important de prendre des notes. À ce stade, vous pourriez par exemple, dessiner, la perspective, par exemple, faire un schéma de la perspective. Un autre élément important, c'est la position de ce bâtiment. On voit bien qu'il est un petit peu de travers et si, on essaye de dessiner une orientation, on voit que l'avenue est dans ce sens-là et on voit que le bâtiment est un peu de travers, un peu de 3/4, on va dire, dans la ça, c'est très important parce que ça peut nous aider également, à déterminer, l'angle dans lequel se positionne le bâtiment et donc la rue dans laquelle ça se trouve. Donc travail de préparation extrêmement important, travail de préparation préalable qu'il faut vraiment ne pas négliger et qui vous permet de dégager de l'information, très intéressante. On a donc une hypothèse de recherche, un arc de triomphe. Il y a beaucoup d'arcs de triomphe dans le monde, donc il va falloir limiter, la zone géographique de recherche et on va imaginer, en tout cas c'est ce qu'on va poser comme hypothèse, c'est que ça pourrait être une grande capitale, donc on va viser Paris, par exemple. Mais on pourrait chercher, notamment à Barcelone, il y a un arc de triomphe, il y en a en Italie exactement. Donc on va poser, Paris, mais à Paris même, il y a plusieurs arcs de triomphe et on va changer d'application et on va aller regarder un peu ce qui se passe sur Google Earth. On reviendra sur la photo, évidemment tout à l'heure. Sur Google Earth, en fait, il y a au moins 3 arcs de triomphe à Paris, que je vous ai préparés sur cet écran avec des punaises. Alors, quand vous utilisez Google Earth sur votre machine, ce qui peut être très utile, au niveau de la lecture, c'est de décocher, cette, case qui est validée par défaut et celle-ci. La première, c'est donc route et vous voyez qu'il y a une espèce de surcouche, un overlay en anglais, où les grands axes disposent d'une couleur jaune qui peut gêner la localisation. Donc on va supprimer ça.
Et puis la deuxième, c'est, cette couche bâtiment 3D. C'est une tentative de reconstruction des bâtiments par, Google Earth, qui peut être spectaculaire lorsque vous faites du tourisme, mais qui en réalité est assez préjudiciable, pour le ZINT parce qu'elle masque un certain nombre de détails. Donc je décoche systématiquement, ces options. Donc première hypothèse de travail, un arc de triomphe qui se trouve au Louvre, qui se trouve ici au Louvre et évidemment, on voit tout de suite que le paysage est radicalement différent de celui qu'on voit. Il y a pas d'avenue, il y a pas d'arbres, en tout cas elle est un peu plus éloignée, c'est cette avenue, il y a pas d'arbres ici. Et puis quand on regarde au niveau du sol et c'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu l'interface, on va utiliser ce petit bonhomme ici qui se trouve à droite, on va glisser. Quand on maintient appuyé et qu'on glisse, vous voyez que, un certain nombre d'informations sont arrivées. Tout ce qui est en bleu montre qu'il y a une vue Street View 3D, disponible et tous les points bleus sont des photos, en général des photos 360 panoramiques, de cette zone qui ont été déposées par le public. On va utiliser ça et on va regarder si cet arc de triomphe correspond à ce qu'on cherche. Alors effectivement, c'est un arc de triomphe, effectivement, il y a des portes latérales, effectivement, il y a une porte principale, mais enfin, on voit bien que le bâtiment est assez petit, même s'il est assez massif en réalité. Il y a bien un étage, mais enfin, il nous manque un certain nombre de détails et on voit tout de suite que cette sculpture ne correspond pas du tout à ce qu'on voyait à l'écran. Donc on a procédé par élimination et on a éliminé, cet arc de triomphe. Deuxième arc de triomphe disponible, celui de la porte Saint-Denis, à Paris. Et là, on a quelque chose qui s'approche un petit peu plus au niveau de l'environnement, une grande avenue, ici, un arc de triomphe. On va regarder un petit peu si ça correspond. On a des arbres, ça pourrait être ça. Mais là aussi, il y a un problème, plusieurs problèmes. D'abord, l'arc est relativement modeste, de taille. On voit bien qu'il y a juste un premier étage et puis, éventuellement le chapiteau par-dessus. Puis il y a pas de porte latérale, donc ça ne peut pas correspondre à ça, même si on a affaire à une grande avenue, des arbres et on aurait pu imaginer par exemple, que ce soit dans cette avenue derrière. En tout cas, ce n'est pas le bon arc de triomphe. On va passer au troisième arc de triomphe et vous avez vu qu'à chaque fois j'ai mis des punaises, ce qui permet en fait de délimiter sa recherche et d'être un peu efficace. Ici, et je vais aller au troisième qui se trouve près des Champs-Élysées, en haut des Champs-Élysées et regardez un peu ce qui se passe sur cet arc de triomphe. Donc j'utilise toujours mon petit bonhomme, je le dépose ici et on regarde l'arc de triomphe parisien. Donc la photo est pas forcément, elle est peut-être prise d'un peu près, mais enfin, regardez, ici ce qui est intéressant, c'est que on a une place et on a un arc de triomphe plutôt massif, plutôt très élevé avec un, deux, 3 étages. Alors c'est pas très évident sur cette photo, mais enfin, si on déplace le personnage et qu'on va chercher ailleurs le positionnement, on va positionner le personnage un petit peu ailleurs, plutôt côté rue ou trottoir d'en face. Ici, par exemple, on va se tourner. On a ces fameuses grandes avenues de la place de l'Étoile. Là, on a un arc de triomphe assez conséquent puisqu'on a un premier étage ici, un deuxième étage et puis le toit. Là, pour le coup, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que, on voit sur l'écran. Donc première hypothèse validée, ça peut être cet endroit-là, en tout cas ça l'est. On va quand même vérifier qu'il y a une entrée sur les côtés, mais si vous connaissez un petit peu cet endroit, on sait que sur les côtés, je peux déposer le personnage et on a bien une porte latérale. Et là, sous cet angle, on voit bien qu'on a affaire exactement au même bâtiment. En tout cas, il s'en rapproche beaucoup. On va quitter la Street View et ce qu'on va chercher à faire, c'est finalement se mettre dans l'axe de ce que pourrait être l'avenir. On voit bien que le bâtiment à cet endroit-là est encore une fois de 3/4. Donc si on cherche avec Google Earth à s'orienter, en fait, il faudrait que notre bâtiment soit plutôt voilà, soit plutôt, disons, dans cette direction.
d'accord? Eh bien, ça limite tout de suite le choix. On voit bien ici que la porte, latérale, elle est dans l'axe de cette avenue, donc ça ne peut pas être cette avenue. Et pour le coup, si un observateur se positionne dans cette avenue, on obtient une vue sur le bâtiment qui pourrait être dans cette sens-là. Donc on a une première avenue qui se dessine, on pourrait être dans cette avenue qui se trouve ici, voilà. Et évidemment, comme la place de l'Étoile est en cercle et symétrique, eh bien, on peut aussi se demander si l'avenue ne pourrait pas être celle-ci. D'accord? Si un observateur se trouve à cet endroit-là, il verrait exactement le bâtiment dans le même sens. Donc finalement, on a réussi à resserrer le champ de nos recherches à 2 avenues. La première avenue qui se trouve ici, qui est l'avenue d'Iéna, puis la deuxième avenue qui se trouve en face, l'avenue McMahon. Et c'est On a déterminé, on a restreint le champ de recherche. On va donc passer à une autre application. On pourrait utiliser évidemment Google Earth, mais on va utiliser une autre application. C'est l'aspect Street View de Google Maps. Et on va se rendre à cet endroit dans Google Maps, ici. Alors pourquoi Google Maps? C'est qu'il y a plusieurs avantages. D'abord, il y a le nom des rues qui est beaucoup plus évident à trouver. On est bien l'avenue d'Iéna, ce que je vous montrais tout à l'heure. On a l'avenue d'Iéna ici, et puis on a en face l'avenue McMahon. Et ce qui est très simple à faire, c'est d'utiliser la Street View. Donc on va utiliser notre petit bonhomme qui se trouve cette fois-ci en bas de l'écran, et on va le déplacer sur l'avenue d'Iéna. Évidemment, la seule chose qu'il nous reste à faire, on va bien regarder. Effectivement, vous voyez que l'angle, la direction prise par le bâtiment ici, est bien ce qu'on voit sur la photo. On a bien le bâtiment dans la même position. Je reviens à ma fenêtre. Alors, première petite astuce dans Street View, c'est que vous voyez ici que les arbres, sont, feuillus, comme sur la photo. Le problème, c'est qu'ils nous cachent un peu la vue, ces arbres, et qu'il pourrait être intéressant d'observer cette rue sous cet angle, à une saison, où il n'y a pas de feuillage, parce qu'on voudrait voir précisément les détails de ce bâtiment. Donc ici, vous avez, un petit bouton qui vous dit plus de dates, et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de sélectionner des vues qui sont prises l'hiver, mars par exemple, pour observer cette rue sans le détail des arbres, soit à l'automne, soit en août. Alors, il n'y a pas beaucoup d'options, sur cette photo, mais par exemple en mai, s'il y a un peu moins de feuillage, on peut regarder un peu ce que c'est, et encore une fois, on observe un peu plus de détails, on voit qu'il y a très peu de feuillage et on voit bien cette porte latérale, et cetera. Donc effectivement, ça pourrait être cette rue. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste simplement à tourner dans l'autre sens et puis de remonter la rue manuellement pour essayer de trouver un bâtiment qui ressemble beaucoup. Sur cette photo, on a encore une fois, ces boudins un peu caractéristiques, très arrondis, et on va chercher ce genre de détails, sur nos images. Donc il y a un premier bâtiment ici qui est intéressant, c'est celui-ci, et effectivement, il présente, des stries sur le mur, et on voit bien que ces stries sont relativement différentes de ce qu'on peut voir, à l'écran. C'est pas des gros boudins, derrière, donc c'est pas ce bâtiment-là manifestement, et on va remonter la rue méthodiquement en essayant de repérer tous les bâtiments qui ressemblent peu ou prou à ça. On voit ce bâtiment ici, mais c'est pareil, c'est pas vraiment, ça correspond pas vraiment à ça. On continue, on va jusqu'au bout de la rue. On n'a pas repéré de bâtiment ici, mais par contre, on voit bien que quand on s'éloigne, bah, l'Arc de Triomphe est de plus en plus loin, en fait, et que la vue qu'on peut avoir ne correspond plus finalement à ça, d'accord? Donc, manifestement, c'est pas l'avenue d'Iéna, et on va rebondir sur notre deuxième hypothèse. Donc on va fermer cette hypothèse, on va couper la branche, si j'ose dire, avec tous ces arbres, et on va revenir à notre hypothèse d'origine qui était, l'avenue McMahon, puisque l'Iéna ne marche pas. Donc on revient, à la place de l'Étoile, on va quitter la Street View, on va remonter et on va faire exactement le même travail en face, dans l'avenue McMahon. Donc on va déposer notre petit personnage, ici. On est avenue McMahon, au 6, on voit bien l'angle qui colle bien avec le bâtiment, et on va faire exactement le même travail et remonter. Alors je vous l'ai dit au départ, vous ne connaissez pas la focale de la caméra, et donc c'est difficile d'appréhender la distance à l'Arc de Triomphe. Ce bâtiment est intéressant, mais là aussi,
En fait, vous observez que les bidins, de la façade ne correspondent pas du tout à ce que peut être la façade que vous recherchez. Donc on peut continuer encore un petit peu. Ici, voilà, on est sur le trottoir cette fois-ci, ce sera beaucoup plus simple. On a bien la bonne vue derrière et on va continuer notre progression. Voilà. Encore un bâtiment, mais là aussi les boudins ne sont pas vraiment identiques. On peut continuer un peu plus bas et on se rapproche d'un bâtiment qui semble intéressant, qui est celui-ci. Et quand on regarde ce bâtiment, effectivement, on a affaire à ces boudins assez épais, heu, en façade. Un balcon qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit, sur la photo d'origine, avec, une sculpture, en tout cas quelque chose d'assez galbé ici. Et puis on observe la présence de rideaux, de stores, qui sont effectivement plus tellement sur les côtés, mais enfin, il y a cette idée de fenêtres très arrondies derrière, ça pourrait correspondre. On avait repéré la gouttière, on voit qu'il y a une gouttière qui descend, effectivement le long de ce travail. Alors, il faut quand même se méfier, la gouttière n'est pas forcément un indice, particulier, mais enfin, on voit bien qu'on a un étage, des balcons arrondis, ça fait le bon bâtiment. On va quand même continuer par acquis de conscience sur le reste de la rue. Mais vous allez voir qu'assez vite, on travaille sur une place et sur cette place, ben, en fait, là aussi, on s'est beaucoup éloigné, l'Arc de Triomphe et c'est plus vraiment, dans donc effectivement, on a retrouvé ce bâtiment qui est, le bâtiment qui se trouve ici donc et on a l'adresse, c'est le 29 avenue McMahon. C'est un premier travail et c'est plutôt, très chouette, mais encore une fois, l'idée c'est de se dire, à quoi tout ça sert et est-ce qu'on peut remonter, l'histoire de ce bâtiment, connaître l'histoire, que faisaient ces gens ce jour-là, à l'écran, et que faisaient ces gens, au 29 avenue Backman. Je vous l'ai dit, cette image a été prise, entre 2 guerres, à peu près dans les années 30, il y a une centaine d'années, quasiment une centaine d'années. Heu, on peut tout simplement, googler l'adresse. Et donc, on va utiliser l'opérateur guillemets pour chercher, l'expression exacte et on va taper tout simplement l'adresse 29 avenue Mac Mahon et ce lieu a l'air un peu étrange et peut-être que ce lieu est répertorié quelque part et notamment dans Wikipédia. Donc on va chercher dans Wikipédia si, ce bâtiment existe. Et effectivement, on le voit ici, on le reconnaît très, très bien. Il y a une photo, qui est disponible. On voit que c'est un bâtiment, construit par Georges Massat Architecture. On va aller regarder ce que c'est l'avenue Mac-Mahon à Paris et voir si ce bâtiment est référencé. Effectivement, il y a quelques bâtiments remarquables et lieux de mémoire à cet endroit, notamment au 5, un cinéma. Et si on cherche au numéro 29, on voit que ce bâtiment est répertorié comme un bâtiment assez remarquable. Alors d'abord, c'est un immeuble à bossage. Tout à l'heure, je vous parlais d'un immeuble avec les boudins. En fait, c'est un terme technique il y a un terme technique pour ça, c'est le bossage, avec des fenêtres plein cintre et cetera et on reconstitue comme ça ce bâtiment qui existe depuis 1902. D'abord aux 2 étages, il a ensuite été surélevé et si on remonte un peu le temps, on voit des informations intéressantes, notamment cette histoire quand dans les années folles, hein, entre 2 guerres. C'était un thé dansant et bal tous les jours et le mardi et vendredi, une soirée de gala avec tenue de soirée de rigueur et si on reprend un petit peu, ce qu'on voit à l'écran, on voit des gens qui sont quand même passablement endimanchés donc ça peut, tout à fait correspondre à ce que faisaient ces gens à l'époque. On peut compléter ça par d'autres recherches. On peut regarder, Mac Mahon, thé dansant et retrouver, probablement des documents de l'époque qui marquent années 20 ou années folles, hein, derrière. Ici, par exemple, on a un PDF qui nous explique, c'est un vieux journal de 1922 qui est répertorié par Google et qui nous explique en fait ce lieu était effectivement un thé dansant à l'époque. Donc, voilà à quoi peut servir, la géolocalisation. Elle va,
Elle va vous permettre en fait d'obtenir des renseignements sur les lieux, de contextualiser. Elle peut vous permettre également évidemment de vérifier, une information, de voir si, ce que vous voyez à l'écran est jouable ou pas. Ça peut, également vous aider, heu, encore une fois à obtenir, des pivots supplémentaires, un complément d'information, de vérifier votre investigation derrière. Tout ça demande un certain nombre de techniques, mais des outils, relativement basiques comme, Google Earth ou, des outils de cartographie, permettent déjà de faire un travail, largement suffisant, pour avancer. Vous voyez également que ces techniques s'appliquent à des images excessivement anciennes, des images difficiles. On a un point important, c'est qu'évidemment, Google Street View est un outil qui fonctionne très, très bien dans les grandes agglomérations, dans des zones, largement habitées, commercialement, utiles pour la société Google. Mais c'est très difficile parfois d'obtenir des images Street View de qualité, sur des zones qui sont moins couvertes par l'application. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est regarder, ce qui se passe, lorsqu'on utilise un autre moteur de recherche. Là, ici, j'ai utilisé cet endroit, la place de l'Étoile, sur un moteur russe, Yandex, et vous voyez qu'il y a pas de Street View. Donc déjà l'interface est un peu étonnante, il faut cliquer sur ce bouton pour afficher, soit des panoramas, soit des photos. Vous voyez en fait qu'il y a pas de Street View, là, les voitures de Yandex ne passent pas, sur la place de l'Étoile. Par contre, il y a pas mal de photos qui sont indexées et qui pourraient aussi nous permettre de travailler. On pourrait descendre l'avenue McMahon ici et voir si des photos ont été positionnées, d'accord? Une autre application très utile, pour faire ça, c'est le site mapillary.com qui lui couvre le monde entier. C'est un site collaboratif de cartographie et de photos. Donc vous allez sur mapillary.com, vous faites parcourir la carte et ce que vous allez voir, c'est une couverture quasi mondiale de l'application et chaque point vert que vous voyez à l'écran correspond à une image, qui a été faite. Alors qui approvisionne ce site? Eh bien, c'est des randonneurs, c'est des taxis, c'est des habitants, locaux. Par exemple, la ville de Ouagadougou est effectivement relativement correctement cartographiée en images de référence. Alors évidemment, ça passe pas partout, mais tous les points verts que vous voyez à l'écran ici correspondent à des images, qui ont été, archivées. Donc par exemple, si je suis au hasard sur ce point, on voit qu'il y a un utilisateur qui a régulièrement enregistré son trajet et si je clique sur ce point, bien, j'ai accès à l'image. Alors certes, la qualité, n'est peut-être pas celle de Google, mais elle permet en fait de se déplacer sur le trajet et de suivre le trajet que faisait cette personne en vélo ou en voiture ou en scooter et d'obtenir de l'imagerie de référence de lieux, extraordinairement éloignés, des grandes villes ou des grandes capitales. Donc c'est une ressource très importante, Mapillary, pour toute votre investigation et je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil. Merci à tous d'avoir suivi, ce podcast pardon et puis, à bientôt. Eh bien, merci Hervé Le Toqueux pour ces conseils. Ça va être certainement être très, très utile pour les vérificateurs de faits qui nous regardent. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.